Bonjour, merci d'être là. Je m'appelle Minash et je suis la fondatrice de Cantu. Je suis ici avec l'ergothérapeute Anne Waker qui est spécialisée dans le trouble 10. On va échanger avec vous. En fait, le but, c'est qu'on interagisse. Donc, vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez poser vos questions ici en commentaire. On va vous répondre. Là, j'ai déjà reçu quelques questions. Je vais poser à Anne. Donc voilà, n'hésitez pas à interagir avec nous. Donc Anne, est-ce que tu peux commencer à te présenter encore une fois? Oui, bien sûr. Donc, je suis ergothérapeute, je travaille en Belgique et ça fait plus ou moins 6 ans que je travaille avec des élèves qui ont des troubles d'apprentissage. Et en Belgique, on a la chance de pouvoir aller travailler avec eux dans les écoles. Donc, je suis une trentaine d'heures dans l'école avec eux. Très bien. Ok, donc la première question que nous avons, c'est du maman Marie-Pierre, la maman de l'enfant Moutidis, qui nous pose la question, quels sont les premiers signes d'un trouble 10? Alors, les premiers signes, c'est difficile comme question parce qu'évidemment, il y a plusieurs troubles 10, hein. Donc, il faut être bien attentif à voir Oh là là, à ne pas vouloir aller trop vite en tout cas. Il ne faut pas diagnostiquer trop vite. Il faut prendre le temps d'observer son enfant parce que tous les enfants n'évoluent pas de la même manière, donc tous les apprentissages ne seront pas de la même manière. On peut estimer que vers 7 ans, quand il y a vraiment des grosses difficultés qui restent en langage écrit et en langage oral, on peut commencer à se dire qu'il est intéressant d'aller voir une orthophoniste. Au niveau plutôt de la dyspraxie, ça, on peut le voir un peu plus tôt, en maternelle. Euh, on peut commencer à remarquer des imperfections, des imprécisions au niveau du geste ou même des évitements de faire certains gestes ou certaines activités. Mais à nouveau, si on a un enfant qui parle beaucoup, qui parle très bien et puis qui est un peu gauche, il ne faut pas peut-être s'inquiéter trop vite parce qu'il ne s'est pas tout développé en même temps. Donc, il faut observer, il faut prendre le temps, il faut lui proposer d'effectuer les choses différemment, voir si ça ne change pas. Et puis, si en effet, au bout d'une année scolaire, on se dit, oulala, là là, il n'a quand même pas progressé et les difficultés se marquent, alors ça vaut la peine d'aller voir des professionnels, ergothérapeutes, orthophonistes, neuropsy. Mais il ne faut pas aller trop vite. De toute façon, avant 7 ans, par exemple, pour la dyslexie, on ne va pas poser de diagnostic. Donc, il faut laisser le temps au temps. Ok, super. La deuxième question que nous avons vient de Jacqueline, la maman de David. Et sa question, c'est, les troubles 10 signifient-ils forcément une exclusion scolaire? Non, non, absolument pas. Le trouble 10 n'engendrera pas une exclusion scolaire d'office. Maintenant, l'absence de prise en charge du trouble va mettre l'enfant en difficulté scolaire et risque de le décourager au point d'arriver à une phobie scolaire ou en tout cas des intérêts, des engagements. Ça, oui, certainement. Maintenant, si le trouble est réduit, enfin, si les apprentissages des techniques de compensation, les techniques de rééducation sont mises en place, si les aménagements sont mis en place à l'école pour permettre aux jeunes d'avoir accès aux tâches sans être toujours face à son obstacle 10, il peut tout à fait faire un parcours normal, enfin normal, non, le parcours qu'il souhaite, parce qu'il n'y a pas un parcours normal, il peut faire les études qu'il souhaite comme les autres et quelles que soient les études qu'il souhaite. Parce que je n'aime pas trop l'idée de normalité. Je veux dire, Ouais. l'important, c'est que le jeune trouve ce qu'il aime faire, ait un projet professionnel et puisse le réaliser. Voilà. Mm. Et c'est tout à fait possible. Juste pour aller un peu plus loin, pourquoi on parle plus de exclusion scolaire dans les cas de troubles 10? Euh, Il va y avoir un rejet de la scolarité. On pourrait avoir un rejet de la scolarité de la part du jeune parce que être en difficulté en permanence, quels que soient les efforts qu'il fait, quelles que soient les méthodes de travail, il y a un moment donné, il sera adolescent et ça va être difficile de continuer à faire autant d'efforts pour des résultats qui ne sont pas toujours payants. Des années de rééducation, c'est des efforts supplémentaires. Des parents qui sont derrière et qui soutiennent, mais c'est quand même un peu plus lourd parce que quand on a besoin de ses parents pour faire des choses et qu'on a envie de s'opposer quand on est ado, ben, c'est un peu difficile évidemment. J'ai un jeune ici, sa maman lui réécrit tous les cours. C'est sûr que s'il l'envoie à la gare, il va se retrouver pour embêter. Donc, c'est pas toujours facile d'être ado. Et puis quand, quels que soient les efforts qu'on a l'impression, ben non, qu'on fait, mais
on en fait vraiment beaucoup, et puis à la fin, on n'a quand même pas les points. Malheureusement, vu que c'est les points qui comptent, ben, c'est un peu compliqué de se dire, ah ben, ça va, je continue, mais ça ne marche pas. Donc, on peut arriver à une situation de blocage par rapport à ça. Donc oui, voilà. Mais c'est pas, attention, c'est pas du tout 100% des cas. Il y a des élèves, au moins une fois sur la scolarité, qui vont dire j'en ai marre, j'en peux plus, je vais arrêter, mais il n'y a pas besoin d'un trouble 10 pour avoir envie d'arrêter sa scolarité. Ça arrive à tout le monde, de ne pas aimer un prof, de ne pas être dans la bonne filière, etc., etc. Donc, le trouble 10, il va rajouter un facteur peut-être. Mais voilà, l'échec et le rejet scolaire, il pend un petit peu au nez de tout le monde. Hein. Bon, ouais. Et comment tourner ça pour faire justement l'inclusion scolaire? Ben, le premier levier, c'est de bien comprendre que ce n'est pas un problème d'intelligence. Que l'intelligence, ce n'est pas quelque chose de fixe. On ne naît pas avec un quota d'intelligence, on la développe, on l'entretient, on l'enrichit, comme les capacités sportives. Hein. Bon, alors il y en a qui sont un peu plus doués pour le sport que d'autres, mais si on fait des exercices, si on s'entraîne, on augmente quand même ses performances. L'intelligence, c'est pareil. Donc, si on trouve le bon moyen, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à résoudre la tâche. Donc, l'inclusion, c'est permettre aux jeunes de trouver le bon moyen pour réaliser la tâche. Mais surtout, c'est la capacité de se dire que, tiens, les outils qu'on va donner à l'élève qui a l'étiquette 10, ben, en fait, ils peuvent servir aux autres qui n'ont peut-être pas l'étiquette, mais qui ont eux aussi peut-être des difficultés. Et par exemple, si on utilise l'application Quizlet, qui est un petit logiciel gratuit sur Internet, ben, ça aide beaucoup les 10, mais ça aide les autres aussi, hein. Il n'y a pas de secret. Ils se connectent et puis ils étudient le vocabulaire et tout le monde apprend un petit peu mieux. Alors c'est sûr qu'avoir un ordinateur en classe, tout le monde, ce n'est pas possible pour l'instant, mais il y a des pays où ça l'est. Et on pourrait très bien partir du principe qu'on donne à tout le monde tous les outils, 10 ou pas 10, chacun fait son marché et apprend dans la manière, c'est la pédagogie universelle. Et ça, c'est un peu magique, hein, c'est un peu utopique, mais pourquoi pas. Donc, l'inclusion, c'est permettre à un jeune d'avoir les outils qui lui correspondent et c'est permettre à tous les autres de découvrir des outils qui vont leur correspondre aussi. Donc, c'est une chance pour tout le monde, en fait. Mais c'est chouette que tu parles de ça parce que nous, notre motto, c'est vraiment, si vous voyez ici, c'est construire l'école de demain, mais en prenant en compte les singularités de chacun. C'est-à-dire, en fait, trouver des outils qui puissent, moi, si je suis haut potentiel ou j'ai des troubles 10, peu importe, je trouve les bons outils pour m'aider à faire mon scolarité à ma façon. C'est ça, mais il y a aussi ceux dont le français n'est pas la langue maternelle. Ouais. Toute une série d'outils que les élèves 10 ou les élèves à haut potentiel ou les élèves à troubles de la sphère autistique peuvent utiliser, leur conviennent très très bien aussi et leur permettent de récupérer et d'être dans le train avec les autres. Donc ce n'est pas ce qu'on va mettre à la disposition des élèves qui ont des troubles d'apprentissage n'est pas spécifique à ces élèves-là. Et c'est chouette aussi de mettre ça à disposition de la classe parce qu'il y en a plein qui vont se dire ah mais tiens, moi ça m'aide, j'ai pas de trouble, mais je connais pas bien la langue, eh ben tiens, ça m'aide. Ouais. Et en plus, il faut le dire à tous les enfants, ils adorent être sur ordinateur. Enfin, en tout cas, ils sont attirés par... Quand on va mettre un ordinateur en classe, pour un élève, on fait une animation pour expliquer comment ça va fonctionner. Et la première réflexion des copains, c'est « Oh, la chance !» Alors, bon, on leur explique que oui, ok, mais pas entièrement, hein, parce que il faut quand même qu'ils l'apprennent, les pauvres. Mais en effet, ils sont demandeurs, ils sont friands de cette interface. Donc, en effet, autant l'exploiter intelligemment, hein, parce que on peut faire des choses qui ne sont pas terribles avec un ordi aussi. Donc, il faut faire attention. Ok, la prochaine question vient de Sylvie, qui est maman d'un enfant dyslexique. Et elle nous demande qu'est-ce que le trouble 10 Pardon. Est-ce que le trouble 10 disparaît avec l'âge? Non, ah non, ça ne disparaît pas. Hein. C'est comme les yeux bleus, sauf si on met des lentilles, mais ils resteront quand même bleus. C'est une manière de fonctionner du cerveau et ça va être là tout le temps. Alors, on va apprendre à compenser, on va avoir des trucs et astuces, mais si on est trop fatigué,
Si la concentration devient trop importante, on a plus de mal à compenser, et donc le trouble, entre guillemets, réapparaît. Non, enfin, il est plus visible, il revient au devant de la scène. Donc on peut avoir d'ailleurs c'est assez, quand les élèves qui ont des troubles de dyslexie, par exemple, rédigent des documents assez longs, au début, il n'y a presque pas de faute, et puis plus le document avance, et plus on voit la qualité de l'écriture, les erreurs syntaxiques augmenter, parce que la fatigue est là, et donc l'effort de concentration qui permet d'éviter le problème n'est plus tout à fait disponible. Donc on vit avec jusqu'à la fin de sa vie, on vit bien, il ne faut pas avoir peur, on vit bien. En fait, j'ai l'impression qu'avec l'âge, en fait, on apprend à compenser d'une façon que ça devient de plus en plus naturel. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, et quand la scolarité est terminée, ou quand on choisit la filière qui nous correspond le mieux, on va se retrouver avec des cours où au final le trouble est moins visible, est moins utilisé. Les élèves qui ont une dyscalculie, ils ne vont pas choisir de faire ingénieur. Ouais. Donc ils vont ramer quand les cours de maths vont être obligatoires, et puis quand ils auront le choix de faire les études, le métier qui leur plaît, ils ne vont jamais nous choisir des études où il y a des maths. Donc, ils vont être beaucoup plus à l'aise parce qu'ils seront beaucoup moins souvent confrontés à des tâches pures mathématiques. Alors, il y a évidemment qu'il reste des tâches maths, un raisonnement mathématique, mais ils auront appris plein de trucs et astuces aussi pendant toute leur scolarité. Ils les mettront en pratique. Les élèves qui sont dyspraxiques, qui, entre autres, parce que je l'admets, mais ont des difficultés avec l'écriture manuscrite. Combien de fois écrivons-nous énormément dans la vie professionnelle? Il n'y a pas tant que ça. On utilise beaucoup plus nos ordinateurs que nos crayons. Moi, depuis que j'ai fini mes études, je suis complètement sur ordinateur. Je ne touche plus mon cahier. De toute façon, je ne le retrouve plus, mon cahier. Donc, je préfère avoir mon ordi parce qu'il est tout le temps avec moi. Donc, complètement. Et en fait, par rapport à ça, je pensais aussi au métier dont tu dis, c'est important de pouvoir bien choisir son métier parce que, par exemple, pour une dyslexie qui a du mal à lire, s'il y a un métier où c'est plus dans l'interaction avec les gens, peut-être un métier lié au commerce ou quelque chose où on va juste parler, ça se passe très très bien. Moi, j'ai vu avec des dyslexies qui ont une éloquence tellement forte. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais... Mais bien sûr, c'est certain qu'il y a des c'est pas des compétences, il y a des tâches qui sont plus complexes. Mais pas toutes, heureusement. Il y a plein de choses qui ne le sont pas du tout. Il y a plein de choses qui sont complexes pour les autres et qu'un élève dyslexique va faire beaucoup mieux. Dans les pays nordiques, on peut mettre dyslexique sur son CV quand on postule pour des tâches de commerciaux ou des tâches créatives. Venir dire qu'on est 10, on passe au-dessus de quelqu'un qui ne le dit pas, si on veut faire de la pub, par exemple. Donc c'est pas une tare, c'est pas un fardeau qu'on va porter toute sa vie. Mais oui, on va garder des petites particularités. Moi, je disais tout à l'heure, je suis dyslexique et quand je suis fatiguée, je prends un mot pour l'autre. Il y a des expressions qui sont pas tout à fait justes. Voilà, ça devient comique. Des fois, je dis quelque chose et je me rends compte que c'est pas ça, mais c'est trop tard. C'est programmé, ça va être dit, et puis l'expression est partie, c'est pas la bonne. Voilà, c'est pas la bonne. Et puis c'est pas grave. Ouais, c'est ça, c'est surtout ça en fait. C'est pas grave parce que je pense que l'entourage aussi. Moi, je vais au travail parce que là, on est une dyslexique qui a travaillé avec moi. Et en fait, on était tous là pour dire si on pourrait lire le mail, il n'y a aucun souci, on pourrait lire le rapport qu'il a écrit, il n'y a pas de souci. Au contraire, il y a des gens qui veulent l'aider. Oui, puis il y a beaucoup d'outils qui existent et il y en a qui se créent, entre autres le vôtre, qui va faire en sorte que quand on sera dans le milieu professionnel, énormément de difficultés vont disparaître, parce qu'elles vont être compensées par les tâches, par le soutien informatique. C'est ça. Donc là, ils ont encore c'est encore un peu difficile pour les élèves 10, mais à mon avis, d'ici 2-3 ans, il y aura vraiment des grosses avancées et ils vont vraiment trouver un confort vraiment différent avec l'outil informatique qui va les soulager énormément dans leur vie scolaire et puis dans leur vie professionnelle. On y travaille. Ok, prochaine question. Est-ce que les enfants de mon enfant 10 seront aussi porteurs de troubles 10? Je crois que ça coupe. Attends, il y a eu des coupures de son, donc je n'ai pas entendu la question. Ah, ok. Donc la question, c'est si mon enfant 10
il a lui ses propres enfants, est-ce qu'ils seront aussi 10? Est-ce que c'est lié à la génétique? Oh, peut-être. Il y a quand même un peu d'hérédité, oui, oui, un petit peu. Mais les causes des 10 ne sont pas encore vraiment clairement identifiées. Il y a énormément de recherches qui se font, mais le facteur héréditaire fait partie en effet des hypothèses. Oui. Bon, ok, ça marche. On a une autre question de Fabienne, qui est enseignante de CM1, qui nous demande comment aider un enfant 10 à s'organiser dans sa vie quotidienne. Alors, à cet âge-là, oui, 10 ans, c'est important d'avoir des routines et d'avoir des repères visuels, mais aussi de manipulation. Alors, à nouveau, hein, un enfant 10, tous les enfants 10 sont différents. Donc, il faut vraiment pouvoir particulariser, mais de manière générale, tout ce qui va être planning, avec des repères couleurs, toujours les mêmes repères couleurs. La farde de maths a une couleur bleue et se range dans un casier bleu. Tous ces codes vont pouvoir aider les élèves à s'y retrouver, codes qu'ils vont pouvoir appliquer à la maison. Ce qui est important, c'est que on ne lui demande pas trop souvent d'apprendre des choses différentes. Donc, ce qui fonctionne à l'école, l'idéal, c'est que ça puisse fonctionner à la maison. Et il vaut mieux aller dans ce sens-là, parce que l'école a moins de possibilités de s'adapter à beaucoup de choses. Donc, il vaut mieux que ce qui fonctionne à l'école soit utilisé à la maison que l'inverse. Parce qu'on peut très bien créer des choses très imaginatives pour chez soi, mais quand ils sont 20 en classe, ça ne marche plus, quoi. Donc, voilà, il faut faire attention à ça. Alors, 8-10 ans, ok, l'iPad peut-être, ou la tablette, ou l'ordi, mais enfin, il faut essayer qu'ils s'en détachent aussi. Donc, si on veut mettre des rappels, il faut peut-être mieux essayer d'utiliser une horloge ou un téléphone qui va sonner. Il faut quand même qu'ils se détachent des ordinateurs aussi de temps en temps, qu'ils aillent jouer, qu'ils mettent la main dans la terre, hein, qu'ils se salissent, qu'ils goûtent aux choses. Il ne faut pas qu'ils ne soient que sur des écrans. Et on peut imaginer des petites choses avec des scratchs où c'est fait, je coche, je déplace, j'entends le bruit, je visualise quelque chose qui a changé d'endroit. Et donc, comme ça, je vois en effet que ça a été fait. Multisensoriel pour être certaine de vraiment de capter l'attention et puis de rendre le planning personnel, donc les super-héros, les princesses. Ça peut aider. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en fait, des fois, on se rend pas compte, mais les enfants, on peut les construire avec eux en faisant en sorte qu'ils soient en jeu et que s'organiser, c'est en jeu, qu'apprendre, c'est en jeu. Et en fait, ça va leur donner envie de faire par eux-mêmes sans qu'on aille à les forcer. Tout à fait, tout à fait. Il vaut mieux construire leur planning avec eux que leur faire pour eux. Eux, ils vont trouver des astuces. Ils vont avoir des idées qu'on n'imaginerait même pas. Donc, ils sont surprenants. Il faut vraiment utiliser leur créativité. Trop bien. Ok, prochaine question. Comment l'ordinateur peut-il aider en trouble 10? Posé par Marie, qui, j'imagine, elle a un enfant maman d'un enfant 10. Alors, la question, elle est super importante parce qu'il y a autant de réponses que d'enfants 10. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment insister sur l'apprentissage de l'outil informatique doit se faire par des professionnels. Parce qu'on ne peut pas, si vous avez quelqu'un qui apprend l'outil informatique, iPad ou PC, à 2 enfants exactement de la même manière, sans faire de différence, eh bien, vous partez en courant. Parce qu'il y a énormément de différences. Il faut d'abord voir pourquoi l'outil informatique va être important, donc quelles sont les tâches qu'il va prendre en charge. Ensuite, il faut voir dans quel milieu, dans quel environnement scolaire, quelles sont les capacités de l'enseignant à réagir s'il y a un problème, quels sont les supports théoriques, quels sont les supports de cours qui vont être proposés. Il faut voir aussi à domicile quelle est la facilité qu'il y a à utiliser un outil informatique, quelle est la disponibilité au niveau temps, quelle est la disponibilité au niveau argent. Parce que ça, on ne peut pas mettre sur les épaules d'une famille l'obligation de dire il faut un iPad à votre fils. Et un iPad, l'idéal, c'est le tout grand modèle, parce que comme ça, pour les problèmes de repérage spatiaux, ça va mieux que sur un petit écran, donc c'est 1 200 €. On ne peut pas, parce qu'il y a des familles, 1 200 €, c'est juste pas possible. Et si on leur propose ça, qu'ils doivent se saigner à blanc pour pouvoir acheter l'appareil, c'est honteux.
Donc, on doit pouvoir analyser tout pour trouver l'outil informatique. Il y en a plein, des supports. Il y a des PC, il y a des tablettes, il y a de l'hybride, il y a tout. Donc, il y a toujours moyen de trouver chaussure à son pied, mais il faut réfléchir justement à la chaussure. Après, il y a les logiciels. Et ça, l'avantage de Cantu, sans vouloir faire de la pub, mais moi, je l'attends. Hein. Je l'attends avec impatience parce que deux de ses grandes forces, c'est d'abord que ça va être un logiciel unique. Donc, on va arrêter de se promener dans plein d'applications, changer d'interface, requalifier, reparamétrer les choses et demander aux jeunes de nouveau reconnaître. Donc, au niveau cognitif, on va simplifier la tâche et on va pouvoir de nouveau dire ton cerveau, il fonctionne pour ce que tu apprends et pas comment tu le fais. Donc, ça, c'est merveilleux. Et la deuxième chose super importante, c'est que tout ce qui existe de bien, ils essayent de l'utiliser. Donc, ils ne réinventent pas le monde, ils le rendent meilleur. Et ça, c'est une preuve d'intelligence de leur part. Donc, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Alors, ça va faire quoi? Ça va faire plein de choses. Donc, ça va pouvoir lire à la place de l'élève, donc soulager cet effort-là. Ça va donner un retour auditif. Donc, on va augmenter la capacité de Je crois que compréhension tu as pour coupé. l'attention. Ça va corriger l'orthographe. Oui, à partir de quand? Quand tu disais que ça va aider avec la partie digitale. Ah oui, donc les différentes aides. Oui. Donc, ça va. Donc, le soutien à la lecture. Donc, on va pouvoir faire lire les consignes, lire les textes. Donc, ça va aider à la compréhension. Ça va soulager l'effort de lecture aussi. Ça va demander un effort de concentration moins grand. Donc, on va se concentrer sur le fond et pas sur la forme. On va pouvoir corriger la syntaxe, corriger l'orthographe. On va pouvoir dicter le texte. Donc là, évidemment, au niveau orthographe, au niveau faute, ça va aller beaucoup mieux, mais surtout au niveau effort de dactylographie, codage du geste moteur, on va le soulager, vu qu'on va le limiter au maximum. On va évidemment soulager l'écriture manuscrite. On va limiter le nombre d'outils à utiliser pour les tracés géométriques. On va permettre d'organiser les choses beaucoup plus facilement. Il n'y aura pas 20 000 feuilles dans 20 000 fardes et on saura où tout se trouve. Voilà, il y a mille et une applications qui vont pouvoir soulager, mais ça va être vraiment du cas par cas. Je comprends. Par contre, ce qui est important, ça je veux vraiment insister, c'est que chaque élève 10 va trouver une solution grâce à l'outil informatique. C'est certain. Mais il va falloir réfléchir à quelle solution, à quel moment et comment. En fait, ce que je trouve super intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, on va trouver quel est le besoin que l'élève est là pour pouvoir apporter la réponse avec les numériques. Et ça, c'est riche en fait, parce qu'on n'est pas en train de le forcer à fonctionner d'une façon qui, de toute façon, il n'y arrive pas. On est en train de dire, en fait, si ça, c'est difficile pour lui, on va trouver un autre moyen. Si lire, c'est difficile, on va écouter. Si écrire, c'est difficile, on va taper sur un clavier. Et ça, je trouve très riche. OK. Prochaine question de la part de Pierre. Comment un adolescent peut faire pour passer son brevet ou son bac tout en ayant un trouble 10? Donc, alors en France, je sais que vous avez un système prévu, donc vous devez faire des demandes, les parents doivent faire des demandes, une reconnaissance de troubles est mise en place et puis vous avez droit à des aménagements. Vous avez aussi les AVR à venir. Nous, on a la même chose, donc ils sont reconnus comme ayant besoin d'aménagement et on a par exemple toute une liste de logiciels qu'ils ont le droit d'utiliser pour les épreuves certificatives qu'on appelle nous ça. Donc, on n'a pas de bac, mais on a des épreuves certificatives et il y a toute une série de pratiques qui sont autorisées. Et donc, ils ont des aménagements. À l'université, en Belgique, et dans les hautes écoles, il y a aussi des aménagements possibles. Donc, les documents sont aménagés. L'ordinateur, ils sont un peu plus frileux parfois parce qu'ils ont peur de la triche. Hein. Mais les examens sont à l'oral alors, par exemple. Plus de temps. Voilà, toute une série de choses qui sont en effet mises en place pour pouvoir passer les épreuves. Moi, ça me paraît logique parce que si on prend en charge l'enfant, on l'accompagne, on le met à disposition des outils pendant toute sa scolarité, à un moment des examens, c'est logique que ça soit aussi disponible. Parce que sinon, oui, tout à fait.
pas normal. Et en fait, c'est intéressant qu'il les laisse en fait l'enfant profiter des logiciels ou du tiers-temps ou de toutes les compensations qu'ils ont dans leur quotidien. C'est important. Oui, tout à fait. Ok, prochaine question de la part de Fabienne. Comment l'entourage peut-il aider un jeune 10 à s'intégrer, à compenser dans sa vie sociale? Dans sa vie sociale, bah, pourquoi est-ce qu'un trouble 10 poserait un problème dans une vie sociale déjà? Ça, voilà, ce n'est pas nécessaire. Hein. Je veux dire, il y a plein de gens qui ont des troubles 10 et personne ne le sait, et même parfois eux-mêmes. Donc, ce n'est pas nécessairement un problème dans la vie sociale. Alors, ça dépend lequel, évidemment. Une dyspraxie peut être un peu plus handicapante, et encore, ça dépend quelle dyspraxie. La dysphasie aussi peut poser problème dans les rapports aux autres, dans la communication, les troubles de la sphère autistique. Ce qui peut être... Mais d'abord, il faut expliquer aux autres. Je crois que quand les copains, les enseignants, les moniteurs sportifs comprennent, eh bien, ils ont moins peur de faire des bêtises, moins peur d'être inadéquat, moins peur d'être incompétent. Et c'est beaucoup plus facile. On accueille beaucoup mieux la différence quand on la connaît, parce que quand on ne sait pas ce qu'il y a, on imagine et souvent on imagine pire. Hein. Donc la première chose, c'est d'oser parler, voilà, d'oser dire. C'est comme ça, je suis 10, je suis ceci, je ne sais pas faire ça, mais par contre, voilà, le naturel payera quand même toujours. Et puis, ce n'est pas contagieux aussi. Hein. Donc, ça c'est important quand même de le dire. Ce n'est pas parce que tu es assis à côté d'un dyslexique que dans 15 jours, tu ne sais plus écrire. Donc, voilà. Ça me paraît important. La transparence. Ouais. Oui, la transparence, l'honnêteté. L'honnêteté est quelque chose qui va rassurer, qui va faire en sorte que les gens se sentiront en sécurité. Et quand on est en sécurité, on est plus ouvert aux autres. L'élève 10, le jeune 10 sera plus à l'aise parce qu'il sait qu'on sait, il ne va pas se dire à quoi est-ce qu'ils sont en train de penser quand ils me regardent. Et les autres, ben, ils savent pourquoi c'est bizarre et que ce n'est pas leur faute. Et donc, voilà, se dire les choses, se parler, expliquer les choses calmement. Et souvent, ça suffit. Ça suffit. Très bien. Prochaine question de la part de Jean-Jacques. Quelles sont les activités extrascolaires qui peuvent aider un enfant 10 à compenser son trouble? D'abord, tout ce qui va lui donner confiance en lui. Ici, moi, j'ai plusieurs élèves qui souffrent de dyspraxie. Il y en a une qui fait de la compétition en natation, une qui joue du piano. Des activités qu'on aurait pensé ne pas être possibles à cause de la dyspraxie, non, il n'y a pas de problème. Donc ça, voilà, ils sont fiers d'eux. Quand il y a un jeune qui est dysphasique, qui fait du basket et qui joue très bien, et ça leur fait du bien. Ce qui va leur faire du bien, c'est d'avoir bon. C'est de faire des activités où ils sont compétents, où ils sont reconnus, où ils sont comme tout le monde. Maintenant, compenser un trouble, ça, c'est le boulot des professionnels. C'est le boulot des ergots, des orthophonistes, des neuropsys, des enseignants qui vont donner les trucs et astuces pour compenser. Et puis il faut qu'ils prennent du plaisir. La vie n'est pas une rééducation. Voilà. Super. Ok. Donc, pour finir, c'est là les questions. Moi, je voulais te laisser la place, en fait, de parler aux parents qui peut-être nous écoutent. Et peut-être qu'il y a des choses à les partager. Donc, je voulais te laisser. Oh. Là, il faut que je fasse attention. Je vous parlerai bien pendant toute la nuit. Hein. Mais je voudrais, en tout cas, voilà, il y a une chose que je voudrais dire quand même aux parents. C'est qu'ils doivent eux aussi avoir confiance en eux. Ils savent. Voilà, vous savez, vous, parents, ce qui est bon pour votre enfant. Vous savez ce qui lui convient. Et puis, vous allez faire des bêtises. Vous allez dire des choses qu'il ne faut pas. Vous allez vous en vouloir, mais c'est ça être parent. Et donc, la plupart du temps, vous avez quand même toujours raison. Et ils le sauront. Et vous avez quand même toujours toutes les ficelles. Donc, ce n'est pas facile le quotidien d'un parent, d'un enfant 10 à l'école. Mais ayez confiance en vous, quoi. Voilà, ayez confiance en vos enfants, mais ça, vous l'avez évidemment, mais surtout en vous. Voilà, vous savez aussi bien qu'eux et vous y arriverez aussi bien qu'eux et vous y arriverez ensemble.
Et les professionnels qui sont autour de vous, ils ont besoin de vous. C'est vous qui allez leur donner les clés. Hein. C'est vous qui connaissez le mieux la situation. Et donc, ils ont de la chance, vos enfants. Ouais. Et nous, on a de la chance de travailler avec vous. Donc, j'aurais envie de leur dire merci. C'est super parce que moi, j'échange beaucoup avec des mamans et des papas qui sont tellement investis, qui font tellement de choses. Et moi aussi, j'ai envie de leur dire bravo pour tout ce qu'ils font. Qu'on va pas, enfin, c'est pas parfait, mais on essaie avec tout notre cœur pour aider nos enfants. Donc, c'est chouette. Voilà. Non, et ils sont des super-héros comme leurs enfants. C'est ça. Je dis, ce sont des super-héros comme leurs enfants. C'est bien ça. Et est-ce que tu as un petit mot à donner aux enfants, justement? Parce que tu nous disais que toi aussi, tu es en dyslexie. Donc, qu'est-ce que tu aurais bien te dire, peut-être à toi, quand tu étais enfant? Oh, moi, quand j'étais enfant, j'aurais bien voulu entendre, c'est pas grave, si tu sais pas faire ça, tu sais faire autre chose. Voilà, moi, j'essaye souvent avec mes élèves, quand ils savent pas faire quelque chose, ben, des fois, je leur dis, ben, ça va, on le fait pas. C'est pas grave. Voilà. On le fait pas. Parce qu'il y a des batailles qui ne valent pas la peine d'être menées, hein, parfois. Donc, il faut pouvoir de temps en temps dire, ben, ça, tant pis, je le ferai pas, c'est pas grave. Je serai meilleure dans autre chose, mais je vais prendre soin de moi et je vais pas le faire. Pas partout et pas tout le temps, hein, mais de temps en temps, ça fait du bien. Complètement. Pour tous, hein, pas que pour les 10, mais pour tous. Okay, ah oui, pour tous, hein, oui, pour tous. Anne, tu viens de Belgique et du coup, est-ce que tu peux nous parler rapidement de la différence entre la Belgique et la France en termes de prise en charge de troubles 10, notamment au sein des écoles? Ben, la toute grosse différence, c'est que le personnel qui est engagé pour accompagner les élèves au sein des classes, dans les classes, ce sont des ergothérapeutes, des orthophonistes, des neuropsys, des enseignants. Donc, vous avez des AVS ou je ne sais plus, il y a un autre nom, assistant de vie scolaire. Et il y a oui, voilà, c'est ça. Mais nous, voilà, donc ça, c'est vraiment une très, très, très grosse différence. Et c'est vraiment, c'est nous qui allons dans les écoles et nous sommes engagés par l'enseignement pour aller travailler au sein de l'école. Donc, moi, je ne fais aucune prise en charge en dehors du cadre scolaire. Je suis aux heures d'école, à l'école avec eux. Quand ils n'ont pas cours, je travaille en individuel avec eux. Donc ça, c'est une grosse différence. Maintenant, au niveau des remboursements, c'est un peu comme chez vous. L'ergothérapie n'est pas beaucoup remboursée, voire pas du tout. L'orthophonie est remboursée jusqu'à un certain âge. Et les parents ont la possibilité de mettre en place des rééducations en dehors de l'école, avec évidemment le facteur limitant du coût et le facteur limitant du temps que ça prend dans la vie du jeune. Hein. Comme je disais, la vie, c'est pas l'éducation. Donc, ouais. Mais c'est super parce qu'en fait, je pense qu'on a encore beaucoup à évoluer. Donc, les systèmes que vous avez, c'est peut-être un système très, très bien qu'on peut nous intégrer. Donc, il faut qu'on bouge les choses partout, qu'on fasse avancer. Voilà, c'est ça. Il faut qu'on fasse des mixtes. Exactement. Qu'on prenne les bonnes expériences de partout. Oui, oui, tout à fait. C'est ça. En tout cas, nous, on est vraiment engagés pour aider, faire ce qu'on peut. Donc, en fait, ceux qui veulent tester notre solution, vous aurez les liens ici. Et en fait, l'idée, c'est de co-construire avec tous, donc que ce soit avec un ergothérapeute, mais aussi avec les parents. Donc, n'hésitez pas à nous donner des feedbacks, à nous faire partie de vos impressions. C'est super important pour qu'on construise son outil qui soit vraiment adapté aux enfants. Voilà. Anne, je te remercie d'être là avec nous. Merci pour pas de souci, c'est un grand plaisir. Pour le travail que tu fais, c'est génial. Enfin, moi, j'aurais trop aimé être suivie par toi si j'étais dit. Un grand merci à tous. Merci, bonne fin de journée.